Alors, est-ce qu'on peut imaginer que c'est le moment, ça serait au cours des prochaines semaines le moment de négocier un cessez-le-feu? Jocelyn Coulon pour, Dominique Harel, que vous connaissez bien aussi, contre. Jocelyn, Dominique, chacun à peu près une minute, un peu moins, pour donner votre argumentaire. Jocelyn, pourquoi on doit contempler cette hypothèse-là? C'est l'hypothèse d'abord du cessez-le-feu, pas nécessairement de la négociation sur l'enjeu principal. Pourquoi un cessez-le-feu? Moi, je trouve que les voyants sont au rouge en Ukraine parce que ce sont les Ukrainiens qui souffrent, ce ne sont pas les Russes. Je regarde les statistiques, 17% du territoire au moins des Russes, 10 à 12 millions de réfugiés et de déplacés sur 40 millions, destruction des capacités industrielles et agricoles, contraction de 30% du produit intérieur brut l'an dernier dans un pays qui est déjà un des plus pauvres de l'Europe, bombardements quotidiens qui rendent la vie stressante et très difficile pour les Ukrainiens et une offensive militaire qui piétine. Sur le côté international, les appuis sont là envers l'Ukraine, mais on le sait, dans tout conflit qui se prolonge, les appuis s'effritent. Les gens sont de moins en moins intéressés et je ne suis pas sûr qu'au bout du compte, on va vouloir investir 400 milliards de dollars pour reconstruire l'Ukraine dans un plan Marshall qui ne s'est jamais réalisé pour la Bosnie, le Kosovo, Haïti, l'Irak ou d'autres conflits. Voilà. Dominique Harel, vous dites que ce n'est pas le moment. Mais en fait, c'est aussi les Ukrainiens qui disent que ce n'est pas le moment. Alors, évidemment, Jocelyn a raison que le coût humain, économique, écologique est immense du côté de l'Ukraine. Et pourtant, 90 et plus de la population appuie non seulement Zelensky, mais refuse toute velléité de concession territoriale. Parce qu'il faut s'entendre, Jocelyn parle d'un cessez-le-feu, qu'il y a négociation ou pas, mais en réalité, ce qu'on demande ou ce qu'on discute actuellement, est-ce que ça serait peut-être le temps pour l'Ukraine d'accepter le statu quo? Mais le statu quo, c'est la perte de leur territoire. Non seulement la Crimée et une partie du Donbass, là, ça fait 9 ans, mais Zaporizhia et puis Kherson, c'est justement la contre-offensive, qui en fait ne piétine pas. Il y a des avancées. Vous aviez un invité sur RDI il n'y a pas très longtemps aujourd'hui, là, qui est M. Ancel. On montre les cartes, là, justement, Dominique Harel. Alors, on va faire là, on voit les zones rouges et les zones de territoire occupées par la Russie. Et là, si on fait un zoom sur Robotine, voici où il y a eu un débouché. En fait, il y a eu une percée, contre-attaque ukrainienne à Robotine, qui est un petit village, mais qui est... Bon... Et là, c'est intéressant parce que là, il y a deux points de vue. Dominique Harel, et vous avez raison, un expert nous disait de Paris tout à l'heure, c'est quand même une percée qui n'est pas négligeable parce que si on arrive là à agrandir le trou, on va pouvoir faire passer plus de militaires, etc. Mais d'autres disent c'est minime depuis les semaines que ça dure. Dominique Harel là-dessus, puis Jocelyn après là-dessus. La réalité, c'est qu'on ne sait pas. C'est qu'on ne sait pas justement si ça va rester relativement modeste, une brèche plutôt qu'une percée. Alors, s'il y a une véritable percée, là, c'est l'Ukraine, l'armée ukrainienne qui se rapproche des points importants vers le sud et particulièrement de la capacité de pouvoir bombarder, d'être à distance là, pour bombarder les lignes de ravitaillement de la Russie. Là, on parle de le chemin de fer, l'autoroute là, qui relie la Russie à la Crimée en passant par le sud. Donc, il y a des avancées, mais même si ces avancées-là ne se concrétisent pas dans les prochaines semaines, on sait là, qu'il va y avoir une espèce d'échéance climatique là, à partir de quelque part. Avant l'hiver, c'est plutôt la boue. Ouais, c'est plutôt les pluies et qui rendent finalement les routes plus ou moins impraticables, surtout pour des tanks. Et puis, si jamais ça ne se concrétise pas, les Ukrainiens vont être déterminés de relancer une deuxième contre-offensive en 2024. C'est la guerre de longue durée. Oui. Jocelyn Coulon, il y a eu des avancées. Là, évidemment, Dominique Harel a raison de le souligner. On ne le sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que les avancées n'ont pas été spectaculaires. En tout cas, allez-y. Les avancées n'ont pas été spectaculaires et ce n'est pas un front qui est limité à l'enjeu dont on vient de parler. C'est quand même un front de 1000 kilomètres. Et les Russes font aussi leurs avancées dans le nord-est. Donc, moi, je dis, le cessez-le-feu, et on l'a constaté dans les études
que certains spécialistes ont fait sur les accords de paix, le cessez-le-feu ouvre un espace de dialogue pour permettre aux parties de mieux s'évaluer, de mieux promouvoir évidemment leur cause pour espérer avancer. Ça ne veut pas dire que le cessez-le-feu va tenir. D'ailleurs, on n'a qu'à regarder comment au Vietnam la guerre s'est déroulée. Les premiers cessez-le-feu ont eu lieu en 1968. Ensuite, en 1969, lorsque Nixon et Kissinger arrivent au pouvoir, ils négocient secrètement avec les Nord-Vietnamiens, mais ça a quand même pris 5 ans de négociations pour arriver à l'accord de janvier 1973. Donc moi, ce que je dis, c'est creusons une brèche, pas seulement militaire, mais diplomatique, pour permettre aux deux parties de respirer, mais aussi de mieux s'évaluer. Dominique Harel, est-ce que l'autre question qui peut se poser, parce qu'il y a 3 semaines, le Washington Post faisait état d'un rapport secret américain qui disait « On constate que les Ukrainiens ne pourront pas, selon nous, je ne dis pas que c'est majoritaire, mais il y a cet avis-là au Pentagone, ne pourront pas reprendre une bonne partie du terrain. Donc, la question va se poser de plus en plus, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à injecter de l'argent? Est-ce que c'est pas ça le nerf de la guerre, l'argent, à un moment donné, les capitales européennes, les États-Unis, qui vont dire il faut trouver une solution? Oui, si je peux rebondir 10 secondes sur Jocelyn. Il ne faut pas nécessairement monter au Vietnam, là. Les Ukrainiens sont déjà passés par là. Il y a eu un cessez-le-feu officiel en 2015, on appelait ça les accords de Minsk. Il n'y a rien qui a tenu. Il n'y a jamais eu... Les cessez-le-feu n'ont jamais été respectés par la Russie. Alors, il faut s'entendre, si on se retrouve dans une situation de soi-disant cessez-le-feu, il n'y en aura pas de cessez-le-feu. La Russie va continuer d'attaquer, d'envoyer des missiles en prétendant qu'elle ne fait que se défendre ou bien que c'est les Ukrainiens qui envoient des missiles. C'est comme ça que la guerre a été officiellement déclenchée, soi-disant que c'était l'Ukraine qui attaquait le Donbass et commettait un génocide, alors que ce n'était pas le cas. Dans ce sens-là, la Russie a perdu toute crédibilité au niveau de donner quelque garantie que ce soit. Les Ukrainiens et, je pense aussi, les gouvernements occidentaux en sont très conscients. À savoir, le point là, que vous soulevez, M. Roy, c'est-à-dire qu'ultimement, le nerf de la guerre, c'est aussi la volonté politique. C'est la volonté de se battre, ça c'est de la part des Ukrainiens, c'est la volonté politique. Est-ce que cette fatigue ou cet effritement dont Jocelyn a parlé un peu plus tôt est inévitable? Bon, évidemment, on n'a pas la réponse, mais il n'y a aucune preuve, certainement sur le sol européen, que, justement, cette volonté, cette détermination d'appuyer l'Ukraine commence finalement à lâcher du lest un peu. Tout au contraire, on l'a vu avec la Hollande, le Danemark, là, qui tout récemment a envoyé... Se sont engagés, oui. Se sont engagés. Là, oui. on apprend qu'il va y avoir même une compagnie allemande qui va s'installer, une compagnie même britannique qui va s'installer en Ukraine, une industrie là, pour produire de l'armement. La France qui appuie, c'est ça, la France qui appuie même l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Le véritable danger politique, il est aux États-Unis avec la montée... C'est à Washington. Oui, Jocelyn. Mais quand le chef de cabinet du secrétaire général de l'OTAN dit dans une conférence qu'il faudra bien un jour s'asseoir et faire même des compromis territoriaux et qu'à l'évidence, la Crimée, l'Ukraine devra lâcher la Crimée, c'est que la réflexion dans les capitales occidentales, mais aussi à Bruxelles et à Washington, est déjà bien avancée sur ce que pourrait être la ligne d'arrivée. Alors, c'est sûr que dans la ligne de départ, chacun est sur ses positions et ne veut pas broncher. Même chose au Vietnam, même chose dans tous les autres conflits. Mais pour arriver à la ligne d'arrivée, justement, il va falloir qu'il y ait des compromis. Et ces compromis peuvent passer par une succession de phases qui va mettre un terme à ce conflit. Parce qu'on voit la carte, c'est intéressant. Dans votre esprit, Jocelyn, les Ukrainiens devront, on parlait de la Crimée tout en bas, là, qui avait été annexée avant, mais devront faire des concessions. Mais vous ne voulez pas dire, j'imagine, que tout ce qui est en rouge, Zelensky dise, bien, partez avec, merci, bonsoir. Là. Ça, c'est la négociation qui verra quel sera le rapport de force sur le terrain, comment les alliés des Ukrainiens
vont faire de pression sur l'Ukraine pour qu'elle cède certains territoires, comment aussi certains pays comme la Chine ou l'Inde disent à la Russie, il faut que de votre côté aussi, vous fassiez des concessions si vous voulez obtenir notre appui économique, militaire ou autre. Très bien. Dominique Harel, les 3-4 prochaines semaines seront quand même déterminantes là, pour qu'on ait une meilleure idée de cette contre-offensive ukrainienne. Parce que la contre-offensive, elle n'est pas sur la Crimée, évidemment. Elle est sur Zaporizhia et Kherson. C'est particulièrement là, le front de Zaporizhia dont on parle, Robotyne. Ceci dit, l'Ukraine bombarde régulièrement la Crimée parce que c'est les arrières. C'est les arrières. Et l'objectif stratégique, c'est de reprendre les territoires, mais aussi, dans un sens, d'étrangler économiquement la Crimée. Donc, lorsqu'on parle de concessions territoriales, c'est certainement pas Kherson et Zaporizhia. Il n'y a aucune solution, il n'y a aucun contexte qui pourrait permettre aux Ukrainiens, un contexte politique, d'accepter de céder des territoires en sachant ce qui arrive dans ces territoires-là. Oui. C'est-à-dire la déportation, la torture, etc., les crimes de guerre. Et le problème maintenant avec la Crimée, l'Ukraine était prête au début du conflit, lorsqu'il y a eu quelques négociations en Turquie, de finalement laisser la Crimée de côté pendant 15 ans. Mais la Crimée est devenue la place d'armes un peu pour la Russie pour attaquer l'Ukraine. Donc, il y a un problème sécuritaire profond. Merci. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on... Malheureusement, Jocelyn et Dominique Harel, Jocelyn Coulomb, merci beaucoup à vous deux. C'est tout le temps qu'on a, mais je pense qu'on a brossé un tableau assez clair pour les gens. Merci beaucoup.